Bonjour à tous. Avant de démarrer nos échanges, je rappelle, comme précédemment, que vous pouvez, à partir de l'adresse mail qui est indiquée sur l'écran, poser vos questions, parce que moi je tiens beaucoup à ce qu'on ait un échange sur les questions que nous allons évoquer. Je pense que vous avez tous un point de vue. On est tous entre professionnels et je pense que vos avis seront extrêmement pertinents, intéressants. Alors, le débat que nous allons avoir maintenant s'inscrit dans la lignée, je dirais, parfaitement la continuité des échanges précédents, puisqu'il concerne à la fois les nouvelles formes de l'exposition, les nouveaux supports de médiation à l'heure où le tout numérique est là, est présent, et nous parlerons aussi de la valorisation de notre savoir-faire à l'international. Alors, tous les secteurs de l'industrie connaissent en ce début de siècle de grands bouleversements. Et l'industrie de la culture, puisqu'on parle maintenant de l'industrie de la culture au regard des paramètres sociaux, économiques de ce secteur, n'y échappe pas, ce qui n'est pas sans conséquence dans la conception et la réalisation de nos projets. Alors, ces expositions qui deviennent tantôt immersives, digitales, collaboratives, virtuelles, ces expositions programmées et accueillies par les musées et toute autre institution publique et privée, qui doivent aujourd'hui s'interroger également sur leur fonctionnement et porter un nouveau regard sur leur avenir. L'explosion du numérique a accéléré ce mouvement impliquant de nouvelles approches en matière de médiation et générant de nouveaux modèles économiques. Alors tout cela pose aussi d'autres questions. Comment se situe le savoir-faire français à l'international dans ce nouveau paysage? Alors pour y répondre, trois invités, je les remercie donc de leur présence. On a travaillé ensemble à ce débat, pardon, excusez-moi. Alors, les présentations. Alors, Alexandre Collex, bonjour. Collex, bonjour. Vous êtes normalien, directeur de la filiale Expo au sein de la société Manifesto. Vous nous direz en quoi Manifesto est un nouvel opérateur dans le monde de l'exposition. Vous avez occupé préalablement des postes clés tels que délégué international au Centre Georges Pompidou, puis à la Fondation Giacometti. Vous avez également piloté le projet du musée d'art contemporain de Hong Kong. Alors, vous participez à l'organisation de nombreuses expositions à l'international. Vous nous expliquerez votre rôle de conseil et d'opérateur auprès des institutions culturelles et comment cela permet de mieux faire connaître les compétences de la France à l'étranger. Anne-Sophie Brault, bonjour. Alors, vous êtes responsable du pôle appui aux cultures numériques au sein de l'Institut français, qui est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et des Affaires étrangères. Alors là, nous sommes clairement dans la promotion de la création numérique internationale. Et vous nous expliquerez les initiatives et les projets que vous développez actuellement au sein de votre département. Enfin, Marie-Paule Jungblut, bonjour. Vous êtes docteur en histoire publique, enseignante à l'Université de Luxembourg et maître de conférences en muséologie à l'Université de Liège. Vous avez auparavant co-dirigé le musée de la ville de Luxembourg, puis les musées de la ville de Bâle. Mais vous êtes également et surtout commissaire d'exposition. Alors, c'est à vous, en tant que muséologue et commissaire, que va s'adresser ma première question. Marie-Paule, quel regard portez-vous sur les expositions d'aujourd'hui? Alors, on a eu un échange très intéressant lors de la préparation de cette table ronde, et vous m'avez fait part de votre sentiment quant à un certain conformisme dans les thématiques et les sujets des expositions programmées dans les musées et autres institutions. Alors, vous parlez d'expositions dérangeantes, c'est ainsi que vous les qualifiez. Ces expos seraient votre terrain de jeu, je dirais, des sujets en effet peu communs comme vivre avec la peur ou encore crime de sang, enfin d'autres sujets de ce type. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, développer votre point de vue sur ces nouvelles formes d'exposition et votre utilisation transversale des supports de médiation auxquels vous tenez tant? Merci. Voilà, merci pour l'invitation. En fait, oui, je trouve que le but d'une exposition, à mon avis, une exposition sociétaire doit toujours être dérangeante. C'est-à-dire, elle doit bouleverser les idées reçues du public sur une thématique précise. Et pour ce faire, elle doit avoir recours à tous les
outils dont elle peut disposer, outils analogues et de plus en plus numériques. Et en fait, ce sont pour moi des médias de communication. En utilisant ces médias de communication, elle doit s'adapter aux habitudes de communication des publics ciblés. Mais pour revenir à l'exposition qui dérange, bon, voilà, c'est une exposition que nous avons faite avec Jean-Jacques Reynaud, un scénographe français, en l'an 2002, je pense, qui s'appelait 10 questions sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale au Luxembourg. Et c'était ne plus raconter la bataille des Ardennes et toutes les idées reçues qu'on a sur cette guerre, mais c'était poser des questions que notre génération a à cet événement. Et alors, bouleverser les idées reçues, nous sommes dans un colloque de scénographes, en fait, ce que vous voyez la salle, une partie de la salle qui s'appelait « Comment vivre avec la peur ». Et la peur pendant la Deuxième Guerre mondiale, une des peurs, c'était la peur des attaques de gaz. Alors nous avons pris des masques de gaz, masques à gaz, allemands, comme ils étaient utilisés au Luxembourg, puisque le Luxembourg était occupé, et nous les avons installés selon le modèle de la famille idéale allemande. Vous voyez papa, maman, l'enfant et le bébé, pour donner une autre approche, une autre perspective à cette question. Donc, ne plus parler des attaques de gaz et de toutes ces choses-là, mais parler du vécu des gens. Une autre question, comment, pour bouleverser les idées reçues, on nous apprend qu'il ne faut pas tuer parce que la vie, c'est la chose la plus chère, la seule chose qu'on ne peut pas remplacer. Alors on dit, tu ne dois pas tuer. En fait, je pense que nous sommes plus ou moins tous d'accord avec cela. Alors, a priori. Hein. Alors, dans la verrière de notre musée, nous avons exposé une guillotine, la guillotine historique introduite au Luxembourg par la Révolution française, et nous avons affiché une bande qui dit « Qui ai-je le droit de tuer ?» pour dire, ouais, c'est une réflexion, c'est une autre approche à cette question des crimes de sang. Et d'ailleurs, l'exposition s'appelait « Crimes de sang, une exposition sur la vie ». Un autre exemple donc, de cette même exposition des crimes de sang que nous avons également exposé en Suisse, où c'était assez drôle, hein de montrer nos thématiques en Suisse, parce que je pensais toujours que la société luxembourgeoise était très consensuelle, mais par rapport à la Suisse, il y a encore plus. Hein. Oui. Voilà, donc c'était la première salle. Donc, après cette question, qui ai-je le droit de tuer, on entrait dans la salle où on demandait aux visiteurs, mais que vaut la vie? Et dans cette salle, au milieu, vous avez une installation où on avait décomposé le corps en tous ces éléments chimiques qu'on avait exposés en essayant plus ou moins de garder les proportions d'un adulte 45 ans, d'un homme adulte de 45 ans, et on avait mis les valeurs monétaires de toutes ces composantes. Et là, à gauche, la vitrine que vous ne voyez pas très bien, là, on avait, je n'ai pas le droit de dire comment je me les suis procurés, on avait exposé un poumon humain, un cœur humain, un foie humain dans des petits bocaux. Et en fait, on avait thématisé le commerce avec les organes. Donc, selon le regard que vous portez sur la vie, que ce soit le regard de l'État, où il y a encore des États où il y a encore une peine de mort, que ce soit donc le commerce illégal des organes ou simplement les éléments constitutionnels de notre vie, de notre corps, le regard change. Voilà donc ce que je veux dire par une exposition qui bouleverse la façon
de voir les choses. Et vous pouvez nous dire un mot sur la réaction du public par rapport à cette façon de présenter ces sujets? Bah, cela dépend des différentes expositions. Par exemple, pour l'exposition sur la Deuxième Guerre mondiale, un homme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale m'a arrêté en ville et m'a dit « Êtes-vous Madame Jungblut, la commissaire de cette exposition ?» Moi, toute fière, j'étais plus jeune à l'époque. « Oui !» Et alors, il m'a craché dans la figure et il m'a dit « C'est ce que nous faisons avec ceux qui salissent le nid. » Voilà. Pendant cette exposition sur les crimes de sang, mais pas à cause de cette salle-là, mais à cause d'une autre salle, j'ai eu droit à 8 semaines de protection de police. Ah oui, oui Voilà. d'accord. C'était un peu le sens de ma question. Oui. C'était poussé. Mais juste, ce que je voulais dire par rapport aux différents publics, et ça rejoint un petit peu ce que nous avons discuté ce matin ou ce que nous venons de discuter, je pense que ce n'est pas un soit l'un, soit l'autre, mais c'est le mélange des moyens de communication dont nous disposons et que nous pouvons utiliser selon les différents publics. Alors là, c'est très schématique. J'ai l'audience numérique que je peux atteindre avec des moyens numériques. Et parmi le public analogue, je pense que j'ai un public qui a une affinité thématique et une affinité pour des musées. Donc les amis des musées, pour moi, feraient clairement partie du public qui a de toute façon une affinité pour les musées. Et selon les différents publics, là j'ai mis d'une manière schématique des tranches d'âge de nos publics, nous utilisons les différents moyens de communication et ce que je trouve encore plus important, nous adoptons différentes approches, que ce soit l'approche ludique que je défends à 100%, puisque je développe également des jeux numériques, que ce soit l'approche scientifique que je défends également, et l'approche narrative qui est en fait celle essentielle que nous avons utilisée depuis toujours. Alors pour revenir à votre première question, en mettant ma casquette de chercheuse à l'université en muséologie, je constate qu'il y a, en tout cas en ce qui concerne les musées de ville, une réticence de plus en plus grande vis-à-vis de sujets qui dérangent. Ou peut-être quand il y a des sujets qui dérangent, qui sont abordés, c'est souvent de manière beaucoup plus consensuelle que ce que je voyais, par exemple, au début des années 2000. Voilà. Ok, Marie-Paul, je vous remercie. C'est vraiment, je pense, très intéressant cette approche. En tout cas, ça m'a beaucoup touché. On en a beaucoup parlé ensemble. Alors, je vais passer maintenant la parole à Alexandre Colliex. Alors, Alexandre, nous l'avons dit, vous travaillez auprès de nombreuses institutions aux programmations très diverses, des contenus portant tantôt sur la présentation de collections ou bien de thématiques sociétales, voire scientifiques, enfin de multiples approches. Alors, à cette diversité se rajoute en plus le contexte particulier de chaque pays concerné. Je sais que vous êtes auprès des États-Unis, la Chine, le Japon, le Canada, enfin la liste est longue, autant de cultures différentes, donc qui posent autant de problèmes quelque part. La liste est conséquente. Donc dans ce contexte, pouvez-vous nous dire comment situez-vous votre rôle auprès des maîtres d'ouvrage en France, et pouvez-vous nous expliquer les modes opératoires que cela entraîne? Parce que j'imagine que Manifesto est une société privée, c'est des relations publiques-privées, un rapport entre maîtrise d'ouvrage et opérateur. Voilà, je vous laisse la parole. Je vous poserai après une autre question, d'ailleurs, sur une initiative tout à fait autre de Manifesto sur le terrain des pépinières. Oui, comment on repousse les limites de l'exposition. Merci Jean-Jacques. Peut-être un mot simplement, et je me tourne vers les organisatrices de cette réunion. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on soit là réunis autour de cet objet qu'est l'exposition, puisqu'on est en train de créer finalement par nos échanges quelque chose de neuf et d'important. Alors, dans ces métiers de l'exposition, je crois que celui que
Manifesto Expo invente en quelque sorte, puisque nous sommes une start-up. Et on tient peut-être les deux bouts, on est aux deux extrémités de l'objet de l'exposition. Il nous arrive d'être peut-être à l'initiative, c'est-à-dire qu'on rencontre, on connaît beaucoup de musées, de commissaires d'exposition, de fondations, et on est dans le rôle de susciter très souvent un nouveau projet. Ça a été le cas par exemple avec les collections nationales à Hong Kong cet été, où on était à l'initiative de ce projet autour d'une relecture du surréalisme vu depuis aujourd'hui Hong Kong, ce qui est très très stimulant et complexe. Et puis on est à l'autre bout de la chaîne, dans le rôle de vendeur. C'est-à-dire une fois que l'exposition est conçue, organisée, scénographiée, que les listes d'œuvres sont établies, on est le partenaire qui va vendre l'exposition dans le monde entier. Donc on a aussi ce rôle, et je crois qu'en France c'est assez inédit, je le dis de façon un peu provocante, de trader, d'exposition à l'international. Oui, c'est un type de structure qui existe aussi. Moi, je connais ça en Italie, dans d'autres pays anglo-saxons, etc., qui ont déjà une avance sur nous par rapport. Bien sûr, mais dans l'histoire française, culturelle française que nous connaissons, évidemment, ce rôle d'intervenant, interagissant entre la puissance publique, les grands musées publics qui sont nos clients. Et c'est ça qu'on a découvert, c'est que les collections nationales, la Bibliothèque nationale de France font appel à nous, alors même qu'ils sont dotés et souvent aussi d'équipes très, très évidemment infiniment compétentes. On apporte je crois, une souplesse d'usage qui correspond aussi aux nouveaux usages du monde, de la façon dont les expositions se construisent. Déverrouiller un peu la machine. Alors, de déverrouiller, on offre des services. Je vais prendre un exemple très concret qui a surgi là pendant cette période de confinement, qui se poursuit. C'est celui, quand on organise une exposition telle qu'on les connaît, de faire passer les frontières à des œuvres d'art précieuses, des artefacts, etc. Et on se rend compte, et tous les musées sont confrontés à cette problématique, que depuis 1 an et demi, il est très difficile de passer les frontières. Et pour les musées, confier, comme c'est le cas aujourd'hui, parfois ces trésors, ces chefs-d'œuvre à un partenaire à l'autre bout du monde, sans pouvoir les accompagner physiquement, sans pouvoir ouvrir les caisses, sans pouvoir interagir avec les collègues. Voilà, ça c'est très compliqué. Eh bien, on a cette capacité, nous, de travailler, de représenter, en l'occurrence les collections nationales, à l'autre bout du monde, et de s'assurer que, même si on fait confiance à des collègues hongkongais ou australiens, le cas se présente, on peut, nous, intervenir là-bas aussi, avec un réseau comme ça de professionnels qui interviennent en freelance, qui vont avoir cette capacité d'interaction, de dire, ben voilà, vos trésors, le Guillaume Tell de Dali des collections nationales, n'est pas confié à l'autre bout du monde sans avoir là-bas quelqu'un qui vous représente et qui va suivre ça de très très près. Alors, une autre question, puisqu'on s'intéressait aussi à l'international, est-ce que dans votre collaboration avec les musées et vos initiatives, vous embarquez avec vous des équipes françaises de concepteurs, de scénographes, oui, essayez de... Non, bien sûr, assez naturellement, on travaille avec les collègues, partenaires, scénographes français qu'on connaît. On a aussi un rôle, je pense que c'est la nature de ce type de nouvelles, là on est une agence privée, d'être aussi sollicité comme conseil, donc pour des musées en construction, qui se définissent, qui se programment à l'étranger. On intervient beaucoup dans le Golfe en ce moment. Et donc évidemment, nous, notre rôle là, c'est de dire, parce qu'on les connaît, on emmène artistes de la scène française, mais scénographes, mais voilà, on assemble des équipes finalement. D'accord. Alors, un autre sujet, mais qui vous concerne directement,
puisque Manifesto a élargi son champ d'action en créant une structure au nom de Push, un incubateur d'artistes. Je vais vous montrer 2 images comme ça. Plus de 200 artistes, je crois, en résidence. Un lieu étonnant et bouillonnant, si j'ai bien compris, de créativité, situé aux portes de Paris. Alors, pouvez-vous nous dire un mot sur cette initiative, qui est une autre facette, je dirais, de votre travail, quoi. Et en même temps, c'est un lieu d'exposition d'un genre nouveau, mais je crois qu'on le... Oui, je pense que ça fera la liaison, d'ailleurs. Voilà, avec qui j'ai échangé beaucoup avec l'Institut français sur ce type de projet. Push, c'est ce bâtiment que vous voyez derrière moi, qui est un bâtiment de 16 étages, près de 15 000 mètres carrés, immeuble de bureau des années 70, qui était en fin de vie, de sa première vie d'immeuble de bureau. Le Manifesto étant un acteur des projets culturels dans l'espace urbain, connaissant les acteurs de l'urbanisme, et donc en l'occurrence là le propriétaire, qui est un développeur immobilier, celui-ci nous l'a confié. Il nous a dit, j'ai pendant 3 ans, avant d'avoir le permis de construire, de pouvoir réhabiliter ce lieu. Oui, en effet, oui. Et on y a installé là ce qui est aujourd'hui, alors pour dire vite, une résidence d'artistes. On me dit que c'est la plus grande en Europe. Il y a 220 artistes ont leur atelier, travaillent dans ce bâtiment, ici. Et en réalité, ils n'y vivent pas. C'est un espace, ils ont chacun leur espace de travail, parfois partagé. Ils sont en collectif, voilà. Et on y est aussi organisateur d'expositions, avec certains de vos collègues curateurs invités, commissaires invités. Hervé Mikhailov, en ce moment même, à l'occasion de Art Paris, y présente la jeune scène figurative, etc. Donc, ça devient voilà, un de ces lieux hybrides où c'est un lieu de travail pour les artistes, mais on apporte, nous, à la fois une visibilité, on les accompagne sur des productions d'œuvres, et puis sur leur de nouvelles façons. Il y a un côté un petit peu laboratoire, parce qu'on les accompagne sur la nouvelle façon de montrer leur travail, alors de façon collective quand on invite des commissaires, etc., mais aussi dans leurs propres espaces. Donc il y a en permanence en ce moment, je sais pas, il y a une demi-douzaine d'expositions qui se renouvellent, qui s'inventent. Les artistes, comme ils sont 220 ensemble, 220 artistes dans un même lieu, c'est pas un couvent. Ils inventent. Ils inventent de nouveaux projets tous les jours. Okay. Voilà. Ok, merci pour ces explications. C'est extrêmement intéressant. Alors, évidemment, ça m'offre un passage facile auprès de Anne-Sophie Brault. Alors, Anne-Sophie Brault, alors votre département a été créé en 2013, mais a pris tout son essor en 2017, m'avez-vous dit. Alors, votre travail concerne tous les secteurs de la création numérique. Là aussi, en préparant avec vous cette rencontre, j'ai découvert 2 projets remarquables de votre département. Alors, votre nouvelle exposition Escape, voyage au cœur des cultures numériques, et le catalogue, ainsi dénommé, recensant un nombre important d'agences et de sociétés de production françaises spécialisées dans la médiation numérique. Alors, pouvez-vous nous dire à qui sont destinés ces projets ? Parce que vous m'avez expliqué un peu ce circuit entre toutes les structures internationales de la France sur la planète, et comment s'articule leur diffusion dans les différents pays, et aussi vos outils de diffusion et de promotion à l'étranger. Voilà, enfin, je vous laisse la parole, mais enfin, j'ai découvert tout un monde là, à travers votre travail, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Je vous ai intéressé tout le monde. Voilà, je vous écoute. Merci beaucoup. On vous écoute. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, juste une phrase d'introduction sur l'Institut français, dont la mission principale est de diffuser la langue et la culture française à l'international, d'encourager les échanges artistiques et intellectuels, avec l'appui et l'étroite coopération du réseau culturel français à l'étranger. Donc c'est l'ensemble des services culturels d'ambassades et de consulats, les instituts français et l'ensemble des alliances françaises partout à travers le monde qui font vivre la culture française tout au long de l'année aux 4 coins de la planète. Alors effectivement, je vais vous parler dans un premier temps des formats innovants d'exposition qu'on a lancé il y a quelques années afin de promouvoir les artistes de la création numérique.
Et c'est ainsi que depuis quelques années, on a confié à des commissaires des expositions sur la web création, sur le jeu vidéo français indépendant, sur le livre innovant, la bande dessinée innovante. Donc c'est une nouvelle forme de narration littéraire par le numérique. Et effectivement, on vient de finaliser une nouvelle exposition qui s'appelle Escape, voyage au cœur des cultures numériques, qui est une exposition qui aborde de façon ludique et pédagogique les grands enjeux de la révolution numérique, data, GAFAM, fake news, etc., via le regard des créatrices et des créateurs de la création numérique. Et donc, c'est-à-dire qu'on va y trouver à la fois des web-séries, des web-documentaires, des jeux vidéo, des installations numériques interactives. Alors, pour nous, ces expositions, en fait, elles ont un double enjeu. C'est-à-dire qu'elles sont pour nous une occasion de faire connaître à l'international, via ces expositions, la richesse et le dynamisme d'un secteur de création extrêmement innovant qu'est la création numérique. Elles sont aussi, et là on va retrouver un peu ce qui était dit dans la première table ronde, ce sont une question pour nous aussi de permettre au réseau culturel de partager avec ses publics là les grands enjeux, en l'occurrence de la révolution numérique, qui sont présentés ici dans cette exposition de façon très pédagogique et ludique. Et donc c'est vraiment cette double dimension de valoriser à la fois la création numérique et aussi de permettre au réseau culturel d'interroger ses publics sur des concepts qui nous entourent. On est complètement baigné par les usages et les conséquences de cette révolution numérique sans forcément des fois en comprendre tous les enjeux et tous les aboutissants. Et c'est vraiment un des objectifs de cette exposition. Alors, les expositions qu'on propose, où leur format est assez innovant, dans la mesure où elles sont déjà extrêmement légères, puisqu'elles doivent circuler dans l'ensemble du réseau culturel avec des configurations extrêmement différentes, des petits, des grands espaces, des contextes locaux qui varient énormément, des équipements aussi... Alors, justement, je veux dire tout ça. Donc ça, c'est une première caractéristique, elles sont légères. Deuxième caractéristique, elles sont dématérialisées. Alors, ça tombe bien, ça tombait bien pendant la crise Covid, ce sont des expositions où il n'y a aucun transport physique d'œuvres. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et effectivement, elles sont modulables. Alors là, c'est aussi une vraie gageure pour les commissaires à qui on confie ces expositions. C'est-à-dire qu'on offre la possibilité au réseau culturel de présenter l'exposition en intégralité ou en partie. Et là, une nouvelle fois, c'est vraiment le souci de les faire circuler le plus largement possible et donc de s'adapter à différents contextes. Juste avancer. Alors, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que dématérialiser, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on fournit à nos collègues du réseau culturel à la fois un guide exposant qui présente les œuvres, des recommandations techniques. On y trouve aussi de nombreuses pistes de médiation qui accompagnent les œuvres, un kit de signalétique qui leur permet d'imprimer cartels et panneaux d'exposition, un kit de communication avec tout ce qui est affiches, etc., et un guide visiteur qui est à destination de leur public. Et donc, ce qu'on fait, quand nos collègues du réseau culturel réservent cette exposition, ou pour les présenter dans leurs locaux, s'ils en disposent, ou éventuellement dans les locaux de leurs partenaires. Alors, on leur envoie du coup, en fait, l'ensemble de ces éléments, et on leur envoie aussi des œuvres de la création numérique. Donc, en fait, on envoie des fichiers en fait, d'œuvres pour lesquels nous, on a négocié les droits de démonstration non commerciale. Alors là, je ne l'ai pas dit, mais on est vraiment dans des démonstrations non commerciales. L'objectif, c'est vraiment de diffuser, de faire connaître la création numérique. Et là, donc c'est pour ça que ces expositions ont cette particularité de pouvoir être montrées simultanément aux quatre coins du monde grâce à ces formats qu'on a initiés avec ces doubles dimensions. Une nouvelle fois, présenter les œuvres de la création numérique, les artistes, et également accompagner le réseau culturel dans sa transition aussi numérique et interroger les grands enjeux du numérique, en tout cas avec cette exposition. Ok, merci beaucoup de ces explications. Ouais, je trouve ça absolument... Ça, c'est un exemple de fiche œuvre qui est présentée pour nos collègues. Un petit peu, on leur dit ce que c'est, qui l'a produit, comment la présenter.
Et alors là, c'est qu'une partie du guide, mais après, il y a de très nombreuses pistes aussi de médiation. Et je ne l'ai pas dit, c'est important ici, aussi des conseils, bien sûr, de scénographie qui sont proposés à nos collègues, évidemment, pour montrer l'exposition. D'accord, bien sûr. Voilà. Alors, une autre question. On parlait ensemble effectivement du fameux catalogue des sociétés de production, des agences, etc., mais qui est aussi un outil de promotion à l'international. Vous pouvez nous en dire 2 mots, parce que ça m'a paru extrêmement aussi être un outil tout à fait intéressant. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai, la France, de par son histoire muséale, patrimoniale, touristique, dispose d'une vraie aussi légitimité dans le champ de la médiation numérique. Et c'est vraiment tous ces talents français, tous ces expertises et savoir-faire français qu'on souhaite valoriser à l'international. Et c'est pour ça qu'on a initié l'année passée un catalogue qui référence une 60aine de structures qui proposent des offres de contenu, de dispositifs, d'outils afin d'enrichir l'expérience visiteur, d'attirer de nouveaux publics, de renouveler le rapport à l'œuvre. On trouve dans ce catalogue, comme vous imaginez, de très nombreux exposants que vous pouvez aller voir aussi dans les couloirs du CITEM. Et nous, c'était vraiment important en fait, de faire connaître ces expertises à l'international. Alors, le catalogue, vous le voyez écrit en anglais, pour la bonne raison que le public cible de ce catalogue, compte tenu de nos missions, ce sont les partenaires du réseau culturel, ce sont les musées étrangers, les sites touristiques et patrimoniaux, et plus largement, tous les professionnels étrangers de la culture qui peuvent être intéressés par ces expertises, parce qu'ils veulent aller chercher de nouveaux publics, parce qu'ils veulent aussi se saisir des nouveaux usages, des nouvelles modalités de consommation culturelle induites par la révolution numérique. Et donc, pour valoriser, alors là, c'est une sélection. Effectivement, le catalogue, il ne prétend pas du tout à l'exhaustivité. Donc là, on a référencé, donc là, ces 60aines de structures qui sont un peu, voilà, de façon pour nous de montrer ce qui fait, mais une nouvelle fois, il n'y a pas d'exhaustivité dedans, avec différents champs d'expertise qui sont mis en avant, parce qu'effectivement, c'est toute une palette d'offres et de services qui est proposée. Et donc ça, c'était vraiment pour nous important de montrer cette diversité d'expertise existante. Alors, juste pour vous montrer très concrètement quelques exemples de fiches, comment ça se présente. Donc, il y a une présentation de la structure, de son savoir-faire, des technologies qu'elle utilise, de ses champs d'expertise, ses principales réalisations, ses références, et avec un contact direct pour prendre contact afin voilà, si le musée est intéressé, si le professionnel étranger est intéressé. Vraiment, l'idée, c'est de valoriser ces différentes expertises. Donc, là, je vous montre quelques fiches. Et vraiment, l'idée avec ce catalogue, c'est vraiment d'exporter ces expertises françaises et de favoriser les collaborations internationales, parce que c'est vraiment au cœur des missions de l'Institut. Voilà. Et je finirai juste parce que voilà, alors oui, je veux dire, ce catalogue est disponible en accès libre sur le site de l'Institut français. Donc vraiment, j'encourage tous ceux qui le souhaitent à venir le découvrir. Et je vais juste finir par une petite nouvelle. Voilà, c'est ça. C'est qu'on va sortir le 24 novembre un nouveau site dédié à la création numérique française qui va permettre de présenter les œuvres et les professionnels, les acteurs de la création numérique française. Alors, c'est un site qui va balayer tout le champ de la création numérique. On va y trouver des arts numériques, du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de la création, etc. Et on va aussi y trouver, on en est ravis, les professionnels de la médiation numérique qui vont être référencés sur ce site complètement bilingue, parce qu'une nouvelle fois, l'idée, il va s'adresser à l'ensemble des professionnels de la culture du monde entier afin de montrer voilà, tous les talents français et de favoriser ces collaborations à l'international. Grand programme, merci beaucoup, c'est formidable, vraiment c'est remarquable. Alors, on a beaucoup parlé du numérique là, ce soir. Alors, avant la conclusion de ce débat, je voudrais avoir un peu votre avis, et puis l'avis du public également.
Et sur la question suivante, enfin je résume un peu, mais disons qu'on est tous conscients que la tentation est forte pour certains commanditaires de gommer un peu le fond au profit du spectaculaire qu'offrent les techniques infinies, on va dire, du numérique. Ce en quoi je rejoins mon amie Elisabeth Caillet, qui s'exprimait sur le sujet tout à l'heure. Alors, ma question, c'est va-t-on petit à petit sacrifier le fond pour la forme? C'est très tentant, pour des tas de raisons, qu'elles soient économiques, qu'elles soient, enfin, de différentes raisons d'ailleurs. Alors, on est tous d'accord qu'une image ne s'impose que si elle est porteuse de sens. Hein. Alors, je vais mettre un peu d'humour à ma question, mais j'interrogeais récemment un maître d'ouvrage de renom sur un de mes projets. Et alors, je lui demandais, en gros, ce qu'il attendait de cette scénographie. Et à défaut d'un programme muséographique approfondi, sa réponse a été « il faudrait que ça fasse waouh ». Alors, on a tous entendu ça, c'est extraordinaire. Alors, moi, j'aimerais avoir votre réaction sur ce néologisme et cette, je dirais, étroite vision des choses, qui est un peu dangereuse en même temps par rapport notamment à vos interventions. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question, y compris dans le public, mais je pense que c'est vraiment un vrai problème en fin de compte. C'est voilà, il faut garder le sens des choses et ne pas céder à la facilité de l'image. Enfin, je résume. Marie-Paul Jonglout. Pour moi, le message d'une exposition est plus important que les différents niveaux ou catégories d'objets. Par exemple, pour les catégories d'objets, j'ai les images, j'ai des photos. Des photos, si j'ai besoin de photos originales pour avoir un certain regard, pour avoir un aspect, je les mets je les encadre, je les expose comme un trésor ou comme un document très rare. Vous le savez mieux que moi, je les scénographie de cette façon. Mais il y a des moments où peut-être une reproduction numérique fait plus de sens dans l'ensemble. Dans ce sens-là, je trouve que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est le message que nous voulons faire passer par nos expositions qui détermine l'utilisation de textes, d'œuvres d'art, d'objets trois-dimensionnels sur socle et dans les vitrines, d'images, de films fictionnels, documentaires, etc. Donc ce n'est pas pour moi ni l'un ni l'autre. Cependant, quand je suis dans la communication de ce message et que je veux communiquer avec un public extramuros, par exemple par les médias sociaux, évidemment, là, j'utilise des moyens numériques et je n'ai pas honte à également trafiquer certains objets pour les utiliser d'une manière ludique dans les médias sociaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alexandre, vous avez un avis sur... Oui, je crois qu'il faut, évidemment, aujourd'hui, il n'est plus question d'opposer l'un à l'autre. On est tous, et on mesure tous l'impact, la ressource extraordinaire que constituent évidemment les nouvelles technologies. Et donc, on voit bien que pour chaque projet maintenant, cette dimension-là, d'immersion, d'interactivité est attendue. Et ce qu'on constate, c'est que beaucoup de musées, justement, sont pas encore armés, pas encore, n'ont pas en interne les compétences pour déployer ces technologies. Et donc restent très, très dépendants d'acteurs extérieurs dont vous avez, je comprends, fait le catalogue et dire, oui, voilà, ceux-là vont vous aider à faire cette révolution-là. Voilà. Tant mieux. Je crois que c'est vrai que c'est des talents en France qui sont bien identifiés. Anne-Sophie Brault, vous avez un avis, j'imagine, aussi sur la question. Évidemment. Alors moi, vous m'avez beaucoup entendu parler de numérique, mais je suis la première à dire qu'il ne suffit pas de dire voilà, je vous fais une exposition immersive, son spatialisé, de casque VR, et elle est forcément réussie. Ça ne marche pas comme ça. Effectivement,
l'essentiel, on parle vraiment de médiation. Donc l'idée, c'est bien justement, la finalité quand même, c'est bien l'œuvre. Et les nouvelles technologies sont une nouvelle façon d'aller vers l'œuvre, mais en aucun cas, elles se suffisent à elles-mêmes. Ça, c'est évident. Ce que je trouve intéressant dans la dynamique actuelle, en tout cas, c'est qu'on voit effectivement un intérêt grandissant des musées pour ces nouveaux formats d'exposition et ces nouveaux... l'utilisation, comment les nouvelles technologies peuvent permettre effectivement de renouveler l'expérience du visiteur, et ça je trouve que c'est intéressant. Et en même temps, on voit un intérêt aussi grandissant des acteurs de la création numérique. Et ben, je pense notamment aussi à PXN, hein, qui fait partie de XPO, qui regarde, enfin, échange et dialogue de plus en plus avec les musées. Et c'est cette rencontre entre ceux qui savent produire ces contenus, ces offres numériques, et ceux qui ont l'expertise scientifique. C'est comme ça, je pense qu'on arrive à des vrais beaux projets, quoi. Bien, je vous remercie. Alors voilà, on arrive au terme de ce débat. Alors, je tenais à vous dire que ce colloque, enfin, n'est que le début d'autres manifestations qui seront organisées par notre fédération XPO. Nous avons d'ailleurs l'ambition de monter pour l'année prochaine les états généraux de l'exposition. Alors là, ça permettra cette fois d'ouvrir le débat sur un champ beaucoup plus large. On sait combien les sujets sont nombreux et parfois intéressants et douloureux, bref. Donc voilà, je remercie à nouveau nos invités. Merci beaucoup. Il a fallu quand même qu'on travaille. Et puis le public, bien sûr. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont... Il y avait deux questions de Cyril, dont une pour Marie-Paul, mais si vous voulez bien faire une réponse très très rapide. Marie-Paul, en fait, vous êtes une slasheuse. Faut-il maîtriser plusieurs disciplines pour élargir les expositions? Donc, un mot de la fin en 32 secondes. Alors, je n'aime pas le mot slasheuse parce que ça me fait penser à des serial killers. Je me considère plutôt comme quelqu'un qui est polyvalent. Et oui, je pense qu'il faut rajouter des métiers dans le domaine des expositions et des musées. Et j'espère que dans les cours de muséologie qui sont dispensés en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre ou n'importe où, qu'on tient compte de ces nouvelles compétences. Parce que la société évolue, nos moyens de communication évoluent et nous devons être en phase avec ces mutations. Ok, eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, comme on dit. La régie me demande de rendre l'antenne pour le prochain débat. Donc merci à tous et à bientôt pour nos nouveaux débats. Voilà, merci.